En direct de Toulon, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Aurore Boyard, Emmanuel Razavi et Jean-Luc Cotard. Si on regarde le bilan de la guerre en Ukraine depuis 8 jours, 5840 morts russes selon les Ukrainiens, 498 selon les Russes. Ça rappelle un peu la presse française qui en mai-juin 1940 parlait de repli stratégique. Bon, malheureusement, les replis stratégiques faisaient 300 km. La guerre du Golfe où on nous racontait que l'Irak avait la 4e armée du monde. Ou encore le témoignage devant le Congrès américain d'une fausse infirmière koweïtienne qui était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington, pour parler d'atrocités qu'elle n'avait bien évidemment pas vues et pour pousser le monde à la guerre, des fake news reprises par tous les médias de la planète. Et ça pose quand même question, donc faites-vous confiance aux médias pour la couverture de la guerre en Ukraine? Avec nous, François Jost, professeur à la Sorbonne Nouvelle, et il a écrit notamment le livre Médias, sortir de la haine et la méchanceté en acte à l'ère numérique. François Jost, bonsoir. Bonsoir François Jost. Ah, on a un petit problème avec la ligne de François Jost. Tiens, vous avez été grand reporter de guerre, mon cher Emmanuel Razavi. Est-ce que vous avez vu des mensonges absolus qui ont été dits et que vous pouvez témoigner que c'était faux? Non, écoutez, moi dans l'ensemble, sincèrement, depuis que j'exerce cette profession de reporter, de grand reporter, j'ai vu plutôt une profession en France qui faisait extrêmement bien en fait son métier. Il y a toujours, évidemment, vous avez cité des anecdotes tout à l'heure, mais justement, on finit par savoir quand il y a tricherie, ce qui veut bien dire que les journalistes quand même font leur boulot. Et les tricheries dont vous avez parlé sont des tricheries en fait qui ont été provoquées par des politiques, par des institutionnels, qui ont voulu se servir des médias à un moment donné en fait pour relayer une parole bidon, pour servir des intérêts politiques. Et puis il y a des journalistes qui enquêtent et puis qui vont révéler la vérité. Et moi, sincèrement, je suis extrêmement surpris de voir de plus en plus de gens se défier des médias. Alors d'abord, je ne sais pas trop ce que c'est les médias parce que c'est très différent. Aujourd'hui, Facebook considère qu'il est un média. Moi pas, vous voyez. Oui, donc voilà, bien sûr, Sud Radio, oui, c'est un média. Ça fait de l'information, évidemment. Chez Field Media, cette semaine, d'ailleurs, on a un article sur le métier en fait de reporter, de grand reporter, où on explique en fait que notre métier, consiste à rapporter. Vous savez, on est des rapporteurs d'histoire, à rapporter ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu et qu'on a vérifié. C'est ça qui est important en prenant des risques parfois démesurés. Moi, je pense à mes camarades. Nous, on a des journalistes qui sont en Ukraine actuellement. On a des confrères d'autres rédactions qui y sont, qui risquent leur vie pour rapporter une information qu'ils vont parfois vérifier au risque de leur vie. Moi, je pense que c'est très important aujourd'hui de sensibiliser les Français au fait que sans information, parce qu'ils semblent oublier, il n'y a pas de liberté d'expression. Et sans liberté d'expression, on arrive à la dictature en général. Vous voulez réagir, Jean-Luc Cotard, vous qui êtes colonel en retraite, consultant communication, vous étiez à la communication de l'armée? Oui, alors moi je vais rebondir sur ce que vient de dire Emmanuel. Je suis totalement d'accord avec lui. Quand on appartient à une démocratie, lorsqu'on est en charge de faire la médiation entre les journalistes et l'institution militaire, il est absolument essentiel d'expliquer pédagogiquement aux journalistes ce qui se passe quand on est en mesure de le faire, pour que ceux-ci puissent faire leur travail, qu'ils puissent analyser et qu'ils puissent expliquer à un public qu'ils connaissent ce que font les militaires français ou la situation militaire là où ils sont à un instant T. François Jost, on vous a retrouvé, je rappelle que vous êtes professeur à la Sorbonne Nouvelle, auteur de Médias, sortir de la haine et la méchanceté en acte à l'ère numérique, publié chez CNRS Éditions. Est-ce que quelque part, je ne sais pas si vous avez entendu mon intro, mais il n'y a pas un mensonge des médias autorisés par l'État pour servir sa politique en cas de guerre? Bah, écoutez, moi je suis assez critique toujours envers les médias, je suis analyste des médias. C'est pour ça qu'on vous apprécie sur Sud Radio. Pendant la guerre du Golfe, on a eu cette conviction que précisément on comprenait rien à la guerre. Un sociologue bien connu qui s'appelait Baudrillard a même écrit un livre qui s'appelait La guerre du Golfe n'a pas eu lieu, parce que effectivement on voyait des morceaux, des bombes qui partaient la nuit, on a l'impression que c'était un feu d'artifice.
artifice. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les journalistes étaient embarqués par les Américains, c'est-à-dire qu'ils étaient, ils les emmenaient avec eux dans l'armée, mais ils les protégeaient en même temps. Bon, quand je me rappelle ça, je trouve que, si vous voulez, la transmission de la guerre actuelle est très différente. Que les journalistes ont pris des mesures de sécurité, c'est-à-dire, par exemple, je voyais sur une chaîne comme BFM que on ne transmettait pas l'information, les images tout de suite, mais on prenait le temps de vérifier qui les avait envoyées, d'où elles venaient, etc. Donc, on a l'impression que les journalistes ont appris des erreurs qui ont été commises. Par ailleurs, ce qui me frappe, c'est que ce qui a changé beaucoup par rapport à la guerre du Golfe, évidemment, c'est qu'il n'existait pas à l'époque de façon aussi courante des téléphones, des téléphones portables, etc. etc. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'images qui proviennent des habitants, qui proviennent des citoyens. Et donc, évidemment, on peut en penser ce qu'on veut. Après, on doit analyser les images. Mais, si vous voulez, on a l'impression d'une guerre quand même à portée, enfin, à hauteur humaine, où l'on voit même parfois des attaques qui se font filmées par un autre qui filme son camarade en train d'attaquer. Donc, c'est une guerre, donc c'est une guerre d'image aussi, mais je ne pense pas qu'on puisse ça ne donne pas l'impression d'avoir été manipulé par une puissance surplombante. On a vraiment des images qui viennent du terrain. Aurore Boyard, vous avez parfois eu le sentiment d'être manipulé? On était plus jeunes quand on nous avait annoncé que l'Irak avait la 4e armée du monde, par exemple, ce qui était totalement grotesque, annoncé par les médias américains, repris par tous les médias pour vendre la première guerre du Golfe. Oui, non, mais c'est sûr. Bon, en plus, moi, j'avais mon frère qui était dans l'armée à l'époque. Donc, bon, on avait des informations quand même un peu plus sérieuses. Mais oui, de toute façon, les médias, on le sait, et puis on le voit depuis de nombreuses années, malheureusement. Certains médias racontent n'importe quoi. Et puis, ce qui est dramatique, c'est qu'après, d'autres médias les reprennent. Donc, les fake news, alors à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait plus tellement à quel, je vais pas dire saint se vouer, mais à quel média se vouer. Au final. François Jost, c'est vrai que quand on lit les rapports de pertes pour l'armée russe ou pour les Ukrainiens, on a un rapport de 1 à 12. Ça fait quand même un gros écart, non ? Oui, non, mais je pense que on parle de deux choses un peu différentes. C'est-à-dire que vous avez raison. Il y a les affirmations qui sont tenues sur la réalité, où là, on est bien sûr dans une guerre avec de la propagande, et il n'est pas toujours facile de savoir ce que ça veut dire. Moi, je parlais plus effectivement de la façon dont les journalistes rendent compte du terrain, si vous voulez. Et là, je trouve qu'il y a des images qui sont critiquées, qui sont pas données n'importe comment. Je trouve que les journalistes font leur boulot. Mais évidemment, sur les nouvelles sur les informations qui sont données par les dirigeants eux-mêmes, on sait bien que là, il faut être extrêmement critique. Mais c'est le cas dans chaque guerre, évidemment. Colonel Jean-Luc Cottard. Alors, à mon avis, il est extrêmement important qu'on ait les chiffres qui sont donnés à la fois par les Russes et par les Ukrainiens. Ouais. Le rôle ensuite des journalistes, ou du public ou de l'auditeur, c'est de prendre ces chiffres et d'avoir une analyse critique. Ce qui veut dire que si on veut avoir une analyse critique, il faut avoir au préalable eu une éducation à l'analyse critique. Ce qui veut dire que la culture générale est quelque chose d'essentiel, et que si on ne développe pas l'éducation générale, dans la culture générale, dans l'éducation nationale, eh bien nos enfants ne peuvent pas avoir ce regard critique. Et donc cette éducation au regard critique est quelque chose d'essentiel, surtout lorsqu'on est en guerre. François Jost. Bah oui, je suis bien d'accord avec le colonel, bien sûr. Pendant 40 ans, j'ai essayé de former des étudiants à un regard critique. Donc, je pense qu'effectivement, c'est nécessaire aujourd'hui pour ne pas se faire avoir par les nouvelles fausses. Emmanuel Razavi. Non mais moi je crois qu'il y a quelque chose qui brouille aujourd'hui l'image en fait des journalistes. C'est que, je reviens à ma question tout à l'heure, c'est que tout le monde ne sait pas de quoi il parle ou de quoi l'on parle quand on parle de médias. Est-ce qu'on parle en fait des réseaux sociaux? Est-ce qu'on parle des chaînes de télévision? Est-ce qu'on parle du journal du coin? Non mais c'est important, c'est quoi les médias? La deuxième chose, et c'est important aussi, la majeure partie des gens qui regardent la télévision aujourd'hui font de moins en moins la différence entre un chroniqueur de
plateau et un reporter de terrain, entre quelqu'un comme Cyril Hanouna qui est dans ce qu'on appelle l'infotainment, enfin l'info-divertissement, et très bien que ça existe, et quelqu'un en fait qui va aller chercher de l'information sur le terrain. Et donc moi je pense qu'il y a quand même un besoin de réexpliquer aujourd'hui aux gens les fondamentaux de ce qu'est en fait la presse, de ce que sont la presse, la télévision, la radio, du métier en fait qu'exercent en fait les journalistes sur le terrain, parce que ces journalistes, vous savez, moi je compare souvent d'ailleurs le métier de reporter à celui d'infirmière. Une infirmière, elle apprend, non mais attendez, une infirmière, elle apprend par exemple à faire une prise de sang. Donc nous on apprend, il y a des écoles de journalisme, je crois d'ailleurs que vous êtes militaire, colonel, mais vous avez fait une école de journalisme, il y a des écoles de journalisme dans lesquelles on apprend justement les protocoles qui permettent de vérifier l'information. Donc il faut, je pense, se défier aujourd'hui d'une communication qui vient de plus en plus de certains politiques. Un Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, qui en permanence crache à la figure des médias, parle de manipulation, et je trouve ça insupportable, même si ponctuellement il peut avoir raison. Il y a une espèce de populisme, si vous voulez, vis-à-vis des médias aujourd'hui, moi, qui me gêne. Quand je termine juste là-dessus, monsieur, je vous prie de m'excuser. Moi, je connais le nombre de mes camarades qui ont été tués sur le terrain, qui ont été enlevés sur le terrain ou qui ont été blessés, simplement parce qu'ils faisaient leur métier, et leur métier de la façon la plus sérieuse possible, en allant voir sur des zones dangereuses, comme certains le font en Ukraine, ce qui se passait pour vérifier. François Jost. Non, mais je vous interrompais pas. Au contraire, j'approuvais. C'était la fougue. Merci. Oui. Vous plus soyez. Mais moi, j'ai quand même une question parce que. Alors, je vais juste finir, effectivement, mais je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, et que c'est la raison, enfin, c'est exactement même le centre du livre que j'ai écrit, Médias sortir dans la haine. C'est-à-dire, je pense qu'il faut expliquer à la fois ce que c'est que le journalisme, ce que font les journalistes, et surtout sortir de cette haine du journalisme qui se développe aujourd'hui et qui est extrêmement dangereuse pour la démocratie. Les vraies voix, 18h41. Vous avez une question pour François Jost, mais il faut qu'on vive. Non, mais j'ai pas une question pour François Jost, j'ai une question pour tout le monde. En fait. Ah bon, bah c'est parfait. Et ben justement, les vraies voix, 18h42. Faites-vous confiance aux médias pour la couverture de la guerre en Ukraine. Vous êtes désormais 97% à dire non. On se retrouve dans quelques instants. En direct de Toulon, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Aurore Boyard, Emmanuel Razavi et Jean-Luc Cotard. Faites-vous confiance aux médias pour la couverture de la guerre en Ukraine. Vous êtes 97% à dire non. Vous aviez votre question, Aurore Boyard, et je vous donne la parole immédiatement. Merci, cher Philippe. Vraiment, quelle galanterie. Donc, oui, ce que je disais, c'est que je suis complètement d'accord avec Emmanuel et tout, mais je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, qui est un problème de concept. Il y a un problème aussi au niveau des jeunes. J'ai pas l'impression que ça imprime véritablement. Moi, je suis désolée. On mélange énormément de concepts et on voit la même chose au niveau judiciaire. Donc, les gens prennent un mot pour un autre, où ils ont du mal à définir ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, on survole les notions et on va pas en profondeur. Véritablement. Et c'est vrai que moi je dis toujours qu'il y a journalistes et journalistes. Voilà, donc moi les journalistes comme Emmanuel, comme Patrick Roger, comme vous Philippe, qui font un vrai travail de journaliste, moi j'ai confiance, bien évidemment. Là où j'ai pas confiance, c'est dans d'autres. Je donnerai pas de nom ni quoi que ce soit, où je sais que l'actualité va être survolée, l'information ne va pas être vérifiée. Il y a un problème de source aussi. Quand on est journaliste, on vérifie ses sources, on va véritablement aller à la recherche de l'information et on n'entend pas un son de cloche. C'est un travail d'analyse, comme disait tout à l'heure le colonel Cotard, analyse que nous aussi on doit faire dans le milieu judiciaire. Donc c'est important. Et ça aujourd'hui c'est plus tellement fait, c'est plus tellement expliqué aux jeunes, ou même je dirais même que certains s'en fichent royalement. François Jost. Écoutez, je ne sais pas si les jeunes s'en fichent royalement. En tout cas, en tant que professeur, je n'ai pas toujours eu cette impression, même pas du tout, à vrai dire. Mais je pense que il est facile d'aller, par exemple, sur le site de l'AFP, il y a une partie qui s'appelle AFP Factuel, qui donne absolument toutes les façons dont on peut soi-même essayer de vérifier une information. Et je crois que ça c'est effectivement, il faut le dire, il faut le répandre. France 24 fait aussi des choses extraordinaires pour éduquer comme ça à la construction de l'information. Et bon, il faut en parler, mais je ne crois pas que les jeunes le refusent, parce que c'est au contraire. Ça pourrait être presque une sorte de jeu, c'est-à-dire vérifier véritablement si une image qui nous est envoyée n'est pas une image qui a été prise en 2017, comme ça arrive souvent, si elle veut bien dire ce qu'elle voulait dire, etc. Je pense qu'on peut répandre ce genre de choses, pédagogiques.
On a un message, et je vais poser la question à Jean-Luc Cotard et Emmanuel Razavi, à vous Françoise Hoche, si vous avez l'info, parce que cela c'est vraiment pointu. C'est un ancien combattant des troupes de marine qui a fait la guerre du Golfe qui dit « En 90, l'armée irakienne était très forte en matériel, c'est son utilisation qui a été nulle. » Est-ce que c'est vrai ce qu'on a dit? L'armée irakienne était si puissante que ça, 4e armée du monde, ou c'est parce qu'ils n'ont pas su utiliser leur matériel? L'armée irakienne avait beaucoup de matériel. Le problème toujours pour une armée, c'est savoir comment le matériel est servi, ou comment les soldats sont-ils formés, ou comment les soldats peuvent-ils utiliser le matériel qu'on leur a donné, parce que pour utiliser du matériel, il faut du temps. Quand on envoie de l'armement en Ukraine, par exemple, la question pour pouvoir savoir si c'est efficace, c'est savoir si les utilisateurs de l'armement auront le temps d'apprendre efficacement à utiliser le matériel. Oui. Emmanuel Razavi. Ouais, moi je partage ça. Alors je me souviens plus si c'était la 4e, la 5e sur le papier, évidemment. Il faut pas l'oublier, c'était sur le papier. Mais c'était une armée en fait qui était effectivement relativement bien équipée. Je vous rappelle au passage quand même que c'est l'Irak. Ça aurait pu devenir une très très grande puissance pétrolière en l'occurrence. Donc il y avait quand même en fait de l'argent. Après, ça dépend. Je rejoins le colonel là-dessus de la façon dont c'est utilisé, tout simplement. Et je pense qu'on confond encore une fois beaucoup de choses et que c'est pas tant les journalistes qui confondent les choses, parfois que les politiques en clair, ou en tout cas les gens qui ont un parti pris en fait dans ces conflits, ce qui n'est pas le cas en général des reporters. Nous, on est supposé être a priori neutre. François Jost. Ah ben écoutez, moi je peux pas mieux dire que vos interlocuteurs. Je pense qu'effectivement, dans tous les plateaux qu'on voit sur à la télévision, il y a au début des vrais experts, et puis peu à peu, ça se délite un petit peu, et chacun donne son avis sans y être forcément autorisé. Là, par exemple, sur la question que vous vous posez actuellement, ben c'est vrai que moi je ne peux pas répondre sur ce qu'était l'Irak comme armée par rapport au reste du monde. Mais je voudrais vous poser une question, vous qui êtes un fin analyste de la communication. Est-ce que la fermeture des médias russes, je pense à Russia Today et à Sputnik, est-ce que c'est pas un mauvais signal? On n'avait pas fermé les médias américains qui mentaient à longueur de temps au moment des deux guerres du Golfe. Non, mais ni les bureaux d'Al Jazeera. Les bureaux d'Al Jazeera, oui. Coupé, oui, mais je crois que justement ça a bougé, ça a changé. Si vous voulez, il n'existait pas à l'époque non plus Twitter, les réseaux sociaux, et on a vu leur pouvoir de nuisance. Donc effectivement, il y a quelque chose de plus radical. Cette fermeture, c'est un acte de guerre de toute façon. C'est-à-dire qu'on peut pas le juger autrement que comme acte de guerre. C'est pas, on peut pas se poser la question est-ce que c'est la liberté d'expression, etc. Mais en temps de guerre, la liberté d'expression de l'ennemi, si vous voulez, est forcément réduite. Donc ça me paraît, je pense que ça a été une décision tout à fait compréhensible. Vous vouliez réagir, Emmanuel Razavi, ensuite Aurore Boyard. Moi, je suis très très partagé. Je peux comprendre effectivement du point de vue politique qu'on se pose en fait cette question, mais alors si on se la pose, on va jusqu'au bout. À ce moment-là, et on vire les correspondants d'Al Jazeera en fait qui sont à Paris, parce que je vous rappelle quand même que le Qatar est un État qui finance, et je connais bien le Qatar, j'y ai vécu 3 ans, c'est un État qui finance quand même le terrorisme, qui a tué, je dirais, son argent a servi à financer des gens qui ont tué des soldats français ou des civils français. Et ce que je ne comprends pas, c'est qu'on va fermer d'un côté RT, mais on va pas toucher aux autres. Donc ce n'est pas logique. La deuxième chose, c'est qu'au sein de RT, en fait, en France, vous avez des journalistes quand même français. Moi, je pense notamment Frédéric Tadei. Frédéric Tadei, mais moi je pense à mon camarade qui est un immense grand... Frédéric Tadei. Il est grand reporter qui est Régis Le Sommier. Régis Le Sommier, c'est l'un de nos plus grands journalistes aujourd'hui en France. Moi, je n'irai pas mettre sa parole en doute parce que il passe sur RT. Et on a beaucoup de messages là. On a un auditeur qui nous dit et quand la France était en colère que l'Algérie avait suspendu France 24, et on a Éric Revel qu'on connaît bien, éditorialiste Sud Radio, la fermeture de Russia Today permet maintenant à Poutine de fermer aujourd'hui les médias libres à Moscou. François Jost. Vous pensez vraiment que Poutine aurait attendu une décision que ça pour fermer ses ennemis? Je veux dire, enfin non, ça c'est quand même naïf. Poutine n'a pas besoin de prétexter. Enfin si, il prend comme prétexte la fermeture de RT pour fermer. Mais on sait bien qu'il n'y a pas d'opposition en Russie, donc je trouve que c'est pas un bon argument. Maintenant.
RT qui est répandu dans plusieurs pays. Je rappelle que par exemple l'Ofcom, qui est l'équivalent de l'ex-CSA chez nous, avait démontré que c'était une chaîne de propagande. Je veux dire, je l'ai étudié moi-même dans le livre dont on parlait. C'est absolument évident que RT a sans arrêt essayé de diviser la société française ou d'autres sociétés occidentales, et que dans cette mesure-là, elle est du soft power russe. Merci beaucoup François Jost, auteur des livres notamment Médias sortir de l'aide et la méchanceté en acte à l'ère numérique, publié chez CNRS Éditions, et professeur à la Sorbonne Nouvelle. Verdict sur Twitter: faites-vous confiance aux médias pour la couverture de la guerre en Ukraine? Vous êtes 97% à dire non. Les